Alors Thierry Gaud, vous êtes chercheur en biologie végétale au CNRS et il me semble que vous aviez envie de parler un petit peu de l'arbre du vivant ou de ce nouvel arbre du vivant auquel on est arrivé avec nos nouvelles technologies et nos nouvelles Oui, alors je parle observations. le pointeur, c'est... Ouais, ok. Alors je vais faire la suite de la présentation de Catherine Jessu. Je vais prendre 3 flashs qui sont dans le livre. Un flash sur l'histoire du vivant, un flash sur la complexité du vivant, et Daniel Choquet va développer cet aspect-là sur les aspects du cerveau. Et puis le 3e flash, où je vais m'étendre un petit peu plus, ça sera l'être vivant dans son environnement et l'impact de l'être vivant sur son environnement. Alors, lorsqu'on parle d'histoire du vivant, il me semble important de nous resituer par rapport à l'âge géologique. Et il y a quelques chiffres à connaître. La formation de la Terre, parce qu'on n'est pas habitué à des chiffres aussi élevés, que ce soit en euros ou en âge géologique, c'est des chiffres qui nous échappent un petit peu. 4,5 milliards d'années, formation de la Terre. Alors, donc l'âge de la Terre, 4,5 milliards d'années, l'âge des premières traces de vie sur Terre, 3,7 milliards d'années. Après, comme vous l'a dit Catherine, les eucaryotes, à peu près 2,5 milliards d'années. Puis après, tout se complexifie, on va de plus en plus gros, de plus en plus rapide. Et puis, les premiers ossements de quelque chose qui ressemble à un homme, un hominidé, c'est le squelette de Toumaï, au Tchad, qui a été daté à 7 millions d'années. Alors, pour reprendre un petit peu ce qu'a dit Catherine, l'arbre du vivant a été complètement bouleversé par les nouvelles technologies de séquençage du génome. En quoi ça consiste? Ça consiste à mettre un code barre sur toutes les espèces qu'on veut étudier et qu'on veut comparer. Donc, on va comparer entre elles ces codes barres. Ça va nous permettre de classer, de regarder la parenté qui existe entre ces différentes espèces. Et ça a permis justement de caractériser 3 grands groupes d'organismes, les bactéries, les archées, les eucaryotes. Et puis il y a une phase qui est importante là. Hein. Il y a 2 branches qui se regroupent, les bactéries et les archées, pour former un eucaryote. En fait, c'est une bactérie qui est venue parasiter, endocyter en quelque sorte une archée, et ça fait la première cellule eucaryote. Alors nous, là, c'est la branche de la lignée verte. Là, les champignons en marron et les animaux en violet. Et nous, on est tout petits là. Hein. Homo sapiens, nous là, dans la salle, on est à peu près arrivé sur Terre à 315 000. Les dernières datations, c'est 315 000 années. Alors, un point qui est intéressant, issu de ces données de génomique, c'est que des ossements découverts dans les grottes ont permis de constater qu'on a tous quelque chose en nous, non pas de Tennessee, mais de Néandertal. On a entre 1 à 4% de notre génome qui est issu de notre ancêtre néandertalien. Alors c'est pas rien. Ça veut dire qu'on a un peu de gènes de nos parents, de nos grands-parents, mais ça va, la parenté va s'étendre jusqu'à l'homme de Néandertal. Ça veut également dire qu'il y a eu des métissages, c'est-à-dire que l'Homo sapiens a eu des rapports sexuels avec Néandertal et vice-versa. Plus récemment, il a été également démontré. Alors, Néandertal, il est apparu sur Terre à peu près il y a 500 000 ans. Il y a un autre homme qui a été découvert, c'est l'homme de Denisova, en Asie, en Sibérie. Et cet homme-là a à peu près la même chronologie que Néandertal, autour de 400 000 ans. Et ce qui est intéressant, c'est que les populations asiatiques, au Tibet par exemple, les Tibétains ont cette capacité d'adaptation à l'altitude qui est conférée par un gène qui vient de cet homme de Denisova. De la même manière, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, les Papous ont un odorat extrêmement subtil, ils sont capables de percevoir des odeurs très subtiles, et cela grâce à un gène qui provient de l'homme de Denisova. Alors, la complexité du vivant, je vais être très très bref sur ce plan-là. La vie est un système complexe en interaction perpétuelle, extrêmement dynamique. Au sein d'une cellule, les molécules interagissent entre elles. Lorsqu'il y a plusieurs cellules, les cellules vont interagir entre elles, former des tissus, former un organisme, mettre en place des organes.
Et en plus, à côté de ces événements donc d'interaction, il y a des processus fondamentaux liés à la vie qui sont la croissance, la multiplication, la reproduction, la réponse à une attaque, à un pathogène, ou la réponse à des conditions extrêmes, comme l'a souligné Catherine Jessus. Et puis, plus récemment, on a découvert un comportement assez particulier de certains groupes d'animaux, comme ici des étourneaux, ici un banc de poissons, qui ont un comportement collectif qui ne traduit absolument pas le comportement qu'aurait l'individu isolé. Et ce comportement, donc il y a des interactions qui se produisent entre les individus de ces groupements. Et ce qui est intéressant, que cette forme de communication permet à ces oiseaux ou à ces poissons de lutter contre le prédateur. Si vous voyez s'il y a un épervier qui est intéressé pour croquer un petit étourneau, c'est sûr que lorsqu'il va avoir cette masse gigantesque, il va pas avoir envie de se frotter à un tel objet volant. De la même manière pour les bancs de poissons. Et c'est également une stratégie, ce regroupement, c'est une stratégie pour trouver des ressources nutritionnelles. Donc la question qui se pose, cette auto-organisation, est-ce que ça provient d'une intelligence collective? Donc peut-être que Daniel Choquet aura des réponses à donner. Alors maintenant, quelques diapos sur l'être vivant dans son environnement. Alors, les êtres vivants réagissent bien sûr à leur environnement physique ou chimique. Alors chimique, c'est les conditions extrêmes telles que les archéos ou les bactéries, lorsqu'il fait 100 degrés, milieu acide, etc. Mais il n'y a pas que la réponse au stress au chimique, il y a également la réponse au stress physique. Et ça, c'est intuitif lorsqu'on voit un arbre, mais on ne sait pas trop ce qui se passe. En fait, c'est très commun. Notre organisme, il répond à des stimuli physiques, lors du développement de l'embryon, par exemple. Et un arbre, c'est très visible. On voit qu'un arbre qui est soumis à un vent du littoral va se pencher. Alors on comprend maintenant comment ça se produit. À l'extrémité des branches, sur un jeune plant, ou à l'extrémité des planches ici qui sont donc qui peuvent produire d'autres branches et des feuilles, se trouve un tissu particulier qu'on voit ici grâce à ces techniques nouvelles d'imagerie. On voit par-dessus là. Donc ce tissu particulier à partir duquel émergent de nouveaux organes s'appelle le méristème. Et ce méristème, alors vous voyez des cellules qui sont colorées en vert. Et lorsqu'on les presse, donc les chercheurs ont appliqué des forces mécaniques en haut et en bas. Et qu'est-ce qui se passe lorsqu'on presse ce tissu? Il y a une induction de ces gènes. Ces gènes vont fonctionner, vont être activés. Et c'est ça qui va déclencher une réponse hormonale qui va faire que les tissus vont se différencier et vont produire des organes. Et ces organes vont suivre une direction liée à une hormone qu'on appelle l'auxine, une hormone végétale, qui est responsable de la croissance et de la mise en place des organes au niveau de la plante. Cette capacité qu'ont les cellules à réagir à un stress mécanique n'est pas propre bien sûr aux plantes. Vous voyez ici un exemple de cellules animales qui sont déposées sur deux types de supports. Un support mou. Alors sur un support mou, la cellule va s'étendre, elle va plutôt rester en boule. Par contre, sur un support dur, la cellule va s'étirer selon un axe longitudinal. Donc il y a une importance donc, de ce stress, de ces forces mécaniques sur le comportement cellulaire. Alors là, c'est une étude très récente qui a été publiée cet été 2017 par une équipe française, une équipe italienne, une équipe allemande. Et ils ont essayé de comprendre si les plantes pouvaient répondre à un son. Alors ils ont appliqué une fréquence qui correspond à peu près à la fréquence focale de la voix féminine, 200 Hz. Alors j'ai écouté ce matin, j'ai essayé de voir à quoi ça correspondait. C'est un peu aigu, mais pas trop, c'est supportable, ceci. Et alors, ce qui est intéressant, vous voyez sur la boîte de gauche, pour vous, c'est le contrôle. Il n'y a pas eu de fréquence appliquée. Et sur la boîte de droite, la fréquence a été appliquée dans ce sens-là. Et pendant 2 semaines, donc les plantes ont été mises en culture de manière verticale, et on observe que les racines sont attirées par cette voix féminine, par les 200 Hz. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau cellulaire, cette attraction vers le son met en jeu des flux d'ions, des flux de calcium et de potassium, et ce sont les mêmes types de flux qu'on rencontre
dans les cellules animales qui perçoivent le son, des fréquences sonores. Alors maintenant, je vais illustrer à travers ces diapositives les interactions entre êtres vivants, avec deux exemples. Le premier exemple, c'est le parasitisme, donc plutôt négatif, et le deuxième exemple, c'est un exemple positif, la symbiose. Alors, le parasitisme, la toxoplasmose, toutes les femmes qui attendent un enfant sont inquiètes au niveau de la toxoplasmose, et donc elles connaissent, le grand public connaît ce terme toxoplasmose. Qu'est-ce qui se passe? C'est un parasite des souris, et ce parasite, il va altérer la perception sensorielle, mais vraiment d'une manière très précise. La souris qui habituellement a une aversion pour l'urine des chats, donc il va fuir le chat parce que dès qu'il sent son urine, le parasite va faire l'inverse. Le parasite va faire que cette perception va être modifiée et la souris va être attirée par l'urine du chat. Donc la conséquence c'est qu'elle va se faire bouffer par le chat et que le parasite va pouvoir se reproduire dans l'intestin du chat. Donc on a vraiment là une situation très complexe où le parasite altère dans un premier temps le comportement sensoriel, mais vraiment les autres perceptions de la souris sont pas affectées. C'est vraiment uniquement cette aversion pour l'urine de chat qui est altérée. Et ensuite, le parasite va faire son développement reproductif au niveau de l'intestin du chat. Alors dans l'exemple de droite, c'est une symbiose. Alors les légumineuses, donc un certain nombre de plantes, le pois, le haricot, le soja, ont la capacité d'interagir avec une bactérie. C'est une bactérie du sol qui va lancer un signal. Ce signal va être perçu par la plante qui va produire une excroissance qu'on appelle un nodule. Et dans ce nodule va se multiplier les bactéries. Ces bactéries ont la capacité de fixer l'azote atmosphérique pour produire de l'ammoniac qui va être utilisé par la plante pour produire des protéines. Et en contrepartie, la bactérie va utiliser les sucres produits par la photosynthèse au niveau des feuilles pour se nourrir. Donc il y a une réciprocité, ce qu'on appelle une symbiose. Les deux organismes tirent bénéfice de chacun de leur métabolisme. Et enfin, ma dernière diapositive, l'impact de l'être vivant sur l'environnement. Alors un impact très positif, c'est les phytoplanctons. Donc ce sont ces organismes microscopiques qu'on trouve dans les océans et qui ont la capacité de fixer le gaz carbonique pour produire des sucres et de l'oxygène. Donc le CO2 transformé en oxygène et en sucre, et cet oxygène est libéré à la surface des océans dans l'atmosphère. Donc ça a joué un rôle extrêmement important au cours de l'évolution géologique de la Terre, puisque au fur et à mesure de la photosynthèse, la teneur en oxygène a augmenté, ce qui a permis à des organismes comme nous d'apparaître dans l'arbre de la vie. Alors actuellement, on considère que grâce au phytoplancton, à peu près 50% de l'oxygène que nous respirons provient de ce phytoplancton. Le reste provient des plantes vertes terrestres. Et là, vous voyez un aspect très négatif que l'être humain peut avoir sur son environnement. C'est une photo d'une usine de nickel à Cuba. Le site est extrêmement pollué, c'est à Moa, au nord-est de Cuba. Production importante de nickel, et il y a une pollution des cours d'eau et de la mer juste à proximité du site qui est extrêmement importante. Vous savez, c'est un exemple parmi tant d'autres de l'effet très négatif de la pollution et de l'impact de l'homme sur l'environnement. Et je vais m'arrêter là et passer la parole à Daniel Choquet avec une introduction de la journaliste. Daniel Choquet, vous êtes chercheur en neurobiologie au CNRS. Et là, je vais vous poser la question suivante. On a beaucoup entendu parler jusque-là d'intelligence à plusieurs niveaux. Quelle est la spécificité de l'intelligence du cerveau? On pourrait dire quand même que le cerveau, c'est quand même le siège de l'intelligence. Ce qui fait la spécificité du cerveau, donc le cerveau, c'est un organe finalement comme d'autres et constitué de cellules, comme tous les autres organes, comme toutes les cellules, même unicellulaires. Donc c'est beaucoup de cellules unicellulaires. Il y a à peu près autant de neurones, même moins de neurones que de bactéries dans l'estomac. Donc finalement, c'est pour ça des fois on parle de second cerveau.
Mais ce qui fait la complexité absolument stupéfiante du cerveau et ce qui fait sa fonction, c'est les connexions, la multiplicité absolument incroyable des connexions. Et c'est ça qui fait que le cerveau est le siège de l'intelligence. Et c'est ça dont je vais vous parler. Je vais vous parler de cette infinie complexité du cerveau et comment, pour comprendre cette infinie complexité du cerveau, les chercheurs ont développé toute une batterie de technologies. Je ne vais pas vous parler de tout, je vais vous parler d'une famille de technologies qui permettent d'aller voir l'infiniment petit. Et je vais essayer de vous raconter une histoire où on va voir comment, en utilisant des techniques vraiment très poussées, vraiment dérivées de la physique, avec l'aide de chimistes, on arrive à voir jusqu'à des molécules individuelles, donc vraiment quasiment une résolution atomique, et comment grâce à ça, on réussit à comprendre des propriétés des cellules nerveuses qui après nous permettent de comprendre comment est-ce que l'intelligence se fait, et en particulier comment est-ce que la mémoire se forme, et comment est-ce que peut-être dans le futur, on va pouvoir corriger des défauts de la mémoire. Donc le cerveau, je réponds à la question, vous savez tous que c'est vraiment c'est la tour de contrôle de notre corps. Hein. C'est vraiment le cerveau contrôle non pas toutes les fonctions, mais beaucoup des fonctions du corps. Ça reste encore une grande boîte noire, mais on va voir, c'est un petit peu un jeu de mots, que la lumière, et en particulier les techniques d'imagerie qui utilisent la lumière, nous permettent de comprendre un petit peu mieux le fonctionnement de ce cerveau. Donc le cerveau, il faut le regarder à plusieurs échelles, à l'échelle macroscopique, à l'échelle mésoscopique et à l'échelle microscopique. Mésoscopique, c'est un terme qu'on n'utilise pas énormément, mais qui est assez facile à comprendre. C'est ce qui est entre micro, donc micron, c'est le cheveu en gros, hein, et puis macro, c'est-à-dire ce qui est de l'ordre du millimètre et plus grand. Donc le cerveau, vous savez que c'est formé de tout un ensemble de cellules qu'on appelle des neurones. Il y a aussi des cellules gliales auxquelles on attribue souvent le rôle de cellules support, qui ont en fait des fonctions un peu plus sophistiquées, mais on ne va pas rentrer dans ce détail-là. Il y a à peu près une centaine de milliards de neurones dans un cerveau. Donc finalement, c'est beaucoup, mais c'est pas tant que ça. Ce qu'il y a surtout, c'est que chaque neurone est capable de communiquer à peu près avec 10 000 autres neurones. Donc, on voit tout de suite l'apparition d'une complexité absolument considérable. Il n'y a aucun autre organe dans le corps qui ait cette telle complexité, par cette capacité comme ça de communiquer les unes avec les autres. Et alors, cette communication, elle se fait au niveau de petits organelles qu'on appelle les synapses. L'existence de ces synapses a été postulée par Ramon y Cajal et par Sherrington il y a déjà une centaine d'années. Et bien que leur existence ait été postulée il y a une centaine d'années, on commence tout juste à vraiment comprendre comment ces synapses fonctionnent, et c'est un petit peu ça qu'on va regarder ensemble. Juste là aussi pour vous donner un peu une idée d'une échelle de temps, avant donc la fin du 19e et ses découvreurs, on pensait que le cerveau était une masse gélatineuse dont on savait pas très bien comment ça pouvait fonctionner. Même si on remonte un tout petit peu plus dans le temps, on n'était pas absolument certain que l'intelligence était vraiment le siège de l'intelligence, c'était vraiment dans le cerveau, et d'un peu d'intelligence dans le cœur, dans différents autres organes. Bon, je vous rassure, l'intelligence, je pense, c'est vraiment dans le cerveau. Donc allons regarder qu'est-ce qui se passe au niveau de ces synapses et puis ce qu'on a appris ces dernières années en termes de son organisation. Donc voilà cette même synapse ici, schématisée. Donc c'est très grand, hein, là elle fait à peu près 2 mètres de long. En réalité, une synapse, c'est à peu près 1 micron. Alors qu'est-ce qu'on a dans une synapse? On a une première cellule, ici un bout de neurone qui envoie un prolongement à travers ce qu'on appelle un axone, et ce prolongement est rempli de vésicules, d'une molécule qu'on appelle le neurotransmetteur. Il y a différents types de neurotransmetteurs. Nous, on travaille beaucoup sur un en particulier qui s'appelle le glutamate. C'est le même glutamate que vous trouvez comme agent de saveur dans les plats. Vous pouvez en manger autant que vous voulez, ça changera rien à votre intelligence. Il y a des barrières métaboliques dans le cerveau qui font que la quantité de glutamate que vous mangez n'a pas d'impact sur votre intelligence. Donc vous pouvez aller au restaurant chinois ou ne pas y aller, ça ne changera rien. Mais c'est la même molécule. Et donc, quand il y a un potentiel d'action qui arrive dans ce neurone, ces vésicules fusionnent avec la membrane et vont activer en face tout un ensemble de protéines qu'on appelle des
des récepteurs de neurotransmetteurs, et quand ces neurotransmetteurs vont se lier, il va y avoir un signal chimique qui va être transmis effectivement et qui va permettre à l'information comme ça de passer de cette cellule qu'on appelle présynaptique, avant la synapse, à la cellule postsynaptique qui est après la synapse. Je fais une description très rapide du fonctionnement parce que sinon il faudrait qu'on y passe toute la nuit pour aller se concentrer sur ces récepteurs et la façon dont ils sont organisés. Vous comprendrez facilement que l'efficacité de la transmission entre cette première cellule et cette deuxième cellule va dépendre bien sûr du nombre de molécules de neurotransmetteurs, mais va aussi dépendre du nombre de récepteurs. Plus il y a de récepteurs, plus la synapse va être efficace, moins il y a de récepteurs, moins la synapse va être efficace. Et ce que les chercheurs de différents groupes un peu partout dans le monde ont découvert il y a à peu près une quinzaine d'années, donc quand même très récemment, c'est que l'efficacité de cette transmission synaptique, elle est contrôlée par ce nombre de récepteurs, d'une part, et que d'autre part, cette efficacité de la transmission synaptique, c'est probablement elle qui est à la base des phénomènes de mémorisation, de mémoire et d'apprentissage. Donc, vous pensez bien qu'avec un tel postulat, essayer de comprendre comment est-ce que tout ça fonctionne est d'une importance absolument capitale pour comprendre comment est-ce qu'on peut apprendre dans un état normal, et puis surtout pour comprendre comment ces phénomènes d'apprentissage peuvent être altérés dans différentes maladies. Vous connaissez tous bien sûr la maladie d'Alzheimer, qu'on appelle aussi la maladie de la mémoire, et dont on pense qu'un des premiers symptômes, une des premières raisons des pertes cognitives qu'on observe dans la maladie d'Alzheimer sont dues à des défauts de fonctionnement de ces synapses. Donc un intérêt considérable à aller comprendre comment ça marche. Donc pour comprendre comment ça marche, rien de tel que de regarder comment ça marche. Certains d'entre vous reconnaissent peut-être ce type d'image qu'on appelle des images de microscopie électronique, ça utilise des microscopes qui utilisent des électrons pour aller regarder l'organisation. C'est une technique d'imagerie qui est extrêmement résolutive, ça a une précision qui est du millième de micron, ou autrement le nanomètre, et on reconnaît cette synapse ici, donc on la voit très bien. Il y a un gros problème avec cette technique de microscopie électronique, c'est qu'on est obligé de mettre les échantillons dans le vide pour les regarder, donc c'est totalement incompatible avec le vivant. Et donc, si on veut regarder un neurone en train de fonctionner, et vous allez voir que ça a un gros intérêt, on peut pas utiliser cette technique de microscopie électronique. Donc, ce qu'on a fait avec d'autres, et en particulier avec des physiciens, c'est qu'on a attaché des petites molécules fluorescentes sur nos récepteurs, et on a utilisé des techniques véritablement dérivées de l'astronomie. C'est là que l'interdisciplinarité dont parlait Catherine est extrêmement importante. En astronomie, ils ont besoin de voir des signaux très très faibles qui viennent d'étoiles individuelles. Eh ben, on a utilisé les mêmes approches, les mêmes détecteurs, les mêmes caméras, les mêmes logiciels de détection pour aller regarder comme ça le signal qui est émis par une molécule individuelle. Quand on fait ça, voilà ce qu'on voit. Ça, c'est l'image d'un bout de dendrite avec des morceaux de synapses ici, qu'on voit ici. C'est ce qu'on voit quand on regarde avec un microscope à fluorescence conventionnelle, on va dire, donc limité par la diffraction quand on regarde l'ensemble des molécules. On voit pas grand-chose, on voit une grosse boule, on va dire. Chaque boule ici est une synapse. Et puis quand on essaye de regarder plusieurs molécules qui sont présentes dans cette synapse, donc par exemple si on essaye de regarder le récepteur de type 1 ici et le récepteur de type 2, on voit pas grand-chose, tout ça est un petit peu mélangé. Il y a une molécule qui est marquée en rouge, une molécule qui est marquée en vert, tout ça se mélange, on voit du jaune, on distingue pas. Eh ben, en allant regarder les récepteurs et les molécules une par une, grâce à ce marquage de molécules individuelles, voilà ce qu'on révèle. C'est qu'on révèle qu'en fait, tout ça est organisé de manière beaucoup plus fine que ce qu'on pensait, et on a des molécules qui sont certaines organisées au centre de la synapse, d'autres organisées en périphérie. Donc, voilà la même chose un petit peu grossie. Donc ça, c'est à peu près 1 micron. Hein. Une synapse, c'est à peu près 1 micron, 1/20 de cheveu. Et chaque molécule ici, là, c'est vraiment quelques nanomètres. Donc c'est pour vous donner une idée de la précision à laquelle qu'on arrive à atteindre maintenant. Donc ça, c'est des images encore relativement statiques, sur des cellules certes vivantes, mais on ne voit pas toute la dynamique des choses. Mais quand on regarde ces molécules individuelles, on peut faire une autre chose, c'est qu'on peut suivre leur mouvement au cours du temps. Donc c'est ça que vous allez voir sur ce petit film. Donc ce qu'on a ici, c'est un bout de dendrite, donc un bout de neurone.
Marqué en vert, c'est une protéine qui marque en particulier les synapses. Donc ici, on a une synapse, ici, tous ces bouts verts sont des synapses. Et en rouge, vous avez une molécule individuelle à chaque fois qui fait une tâche de diffraction et qu'on va pouvoir suivre au cours du temps. Et ce qu'on a découvert, il y a maintenant à peu près une quinzaine d'années dans notre laboratoire, c'est que ces récepteurs, ils sont pas du tout immobiles comme on pensait qu'ils étaient autrefois, mais en fait, ils se déplacent en permanence, ils sont en agitation permanente à la surface du neurone. Donc ça, c'était vraiment une révolution conceptuelle, que ces synapses, elles fonctionnent avec des récepteurs, mais ces récepteurs, ils sont pas statiques, ils sont extrêmement mobiles. Donc on s'est évidemment posé la question de savoir, mais comment ça se fait, à quoi ça sert cette mobilité des récepteurs, est-ce que ça a la moindre fonction, qu'est-ce qui se passe quand c'est altéré, etc., etc. Donc première chose qu'on a fait, on a dit, une fonction importante des synapses, c'est de répondre à l'activité, c'est de changer d'efficacité quand on a une stimulation nerveuse. Voyons un peu, quand on prend nos neurones là et qu'on les stimule, qu'est-ce qui se passe sur la mobilité de ces récepteurs. Donc on a pris nos neurones, alors on les sort du cerveau pour les regarder, c'est plus commode. Donc d'ailleurs à la sortie, là je vous demanderai à certains d'entre vous s'ils peuvent me donner quelques bouts de cerveau, parce qu'on en a besoin pour nos expériences. Et on les met en culture, ça nous permet d'avoir un beau réseau neuronal en 2 dimensions qu'on peut imager comme il faut, et on va stimuler ce réseau à haute fréquence et on va regarder ce qui se passe. Donc voilà notre réseau de neurones. En vert, c'est des synapses qui sont marquées, et puis on a nos récepteurs qui se déplacent à toute vitesse, là c'est à peu près en temps réel. Et puis quand la barre rouge apparaît, on fait une stimulation à haute fréquence, et qu'est-ce qu'on voit? Les récepteurs s'immobilisent. Donc ils s'arrêtent, et on pense que c'est un processus important pour recruter des nouveaux récepteurs à la synapse. Et donc on a cherché à savoir, à l'inverse, puisque quand on stimule comme ça un neurone à haute fréquence, les récepteurs s'arrêtent, peut-être que ça sert à quelque chose. Peut-être que ce changement d'état entre récepteurs mobiles et récepteurs immobiles, ça a une certaine fonction. Essayons d'analyser effectivement quelle peut être la fonction de ce mouvement de récepteurs. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé toute une batterie de nouvelles molécules qui sont capables d'arrêter de manière artificielle ce mouvement des récepteurs, et on s'est dit on va regarder ce qui se passe, mais on va changer d'échelle, on va aller carrément regarder ce qui se passe sur la fonction du cerveau, et une fonction du cerveau en particulier, c'est les fonctions d'apprentissage. Donc ce que vous allez voir là maintenant, c'est des expériences qui sont faites chez la souris, dans lequel on a pu, avec nos manipulations, regarder sur des souris contrôle ou des souris sur lesquelles on a immobilisé les récepteurs, comment est-ce que ça modifiait leur capacité d'apprentissage. Donc pour ça, donc le petit film va se lancer. Pour ça, on prend donc nos souris, des souris qui ont des récepteurs mobiles, des souris qui ont des récepteurs immobiles, et puis on les met dans des contextes, dans des environnements. Vous voyez que les 2 types de souris, avec des récepteurs immobiles et des récepteurs mobiles, se comportent exactement de la même façon, donc apparemment pas d'effet. On leur met un stimulus aversif qu'elles aiment pas, un chat par exemple, elles s'arrêtent toutes les 2. Et puis, ensuite on les laisse se reposer pendant une journée, et on les remet dans le même contexte, simplement en leur montrant l'endroit. Et vous voyez là, cette chose qui est intéressante, ça va rejouer. Ce qui s'est passé, ça joue un petit peu vite, ce qui s'est passé, c'est que la souris qui était ici, normale, elle est à nouveau dans le même contexte, elle s'arrête à nouveau, parce qu'elle se dit peut-être que le chat va arriver, alors que l'autre qui est ici, elle ne s'arrête pas, parce qu'elle a complètement oublié que le chat avait été présent à cet endroit-là. Donc on le rejoue. Donc, le stimulus aversif en contrôle, les deux souris s'arrêtent, elles ont peur. Le lendemain, on remet les souris dans le même environnement. La souris contrôle s'arrête parce qu'elle se dit, je connais cet environnement, c'est là qu'il y avait le chat, j'ai peur, je m'arrête. Par contre, cette souris dans laquelle on a immobilisé les récepteurs, elle ne s'arrête pas parce qu'elle a complètement oublié qu'il y avait un chat qui était là. Donc, qu'est-ce que démontrent ces expériences? Elles démontrent qu'en jouant sur cette mobilité des récepteurs, on est capable d'influencer sur la mémoire. Donc, c'est encore très très précoce. C'est vraiment c'est la première fois
qu'on découvre ce genre de choses. C'est vraiment le début d'une nouvelle aventure qui est de dire comment est-ce que, en contrôlant cette mobilité des récepteurs, on va pouvoir agir sur la mémoire. Et ce qu'on espère bien sûr, c'est que en utilisant ces molécules et des molécules plus élaborées, on va pouvoir effectivement, on espère, restaurer des problèmes de mémoire. Donc ça va se faire comment ? Je terminerai là-dessus. Ça va peut-être se faire là aussi avec la lumière, grâce à des découvertes qui ont été faites il y a quelques années de molécules qui sont sensibles à la lumière. Je ne vais pas rentrer dans le détail, juste pour dire que c'est tout ce qu'on appelle l'ensemble des technologies d'optogénétique. C'est des molécules qui permettent avec la lumière de contrôler l'activité des neurones. Et donc, avec ces molécules-là, couplées à des molécules qui peuvent réguler la mobilité des récepteurs, on pense que on va pouvoir effectivement, alors ça fait un petit peu peur, c'est une façon de lancer le débat aussi, mais on pense qu'on va pouvoir effectivement contrôler l'activité du cerveau par la lumière. Alors pour le bien-être des fois des patients, par exemple, il y a des tests qui sont en train d'être faits sur la maladie de Parkinson pour restaurer une activité normale de certaines cellules du cerveau qui permettent de supprimer certains symptômes de la maladie de Parkinson. Évidemment, on peut aussi faire peur en disant avec ça on va pouvoir contrôler comment on pense, mais ça c'est la science qui a avec son côté blanc et son côté noir. Voilà, je vous remercie.